Comment est-ce qu'un simple directeur municipal d'une petite banlieue de Los Angeles a pu, pendant des années, se verser un salaire annuel supérieur à celui du président des États-Unis? Et ça, en toute légalité, hein. Ah oui, c'est la grande question. Et la réponse ne relève absolument pas d'une fraude comptable obscure, en fait. Elle relève plutôt d'une mathématique du pouvoir assez terrifiante. Démêlons un peu tout ça. Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge au cœur des pages d'un livre fascinant, Le Manuel du dictateur, de Bruce Bueno de Mesquita et Alastair Smith. Tout à fait. Et l'ambition de ces auteurs, elle est monumentale. Il s'agit d'extraire les règles universelles et complètement cyniques de la survie politique, que ce soit à la tête d'une entreprise, d'une démocratie ou d'une junte militaire. C'est ça. L'idée, c'est de démystifier cette image du leader qui agit seul ou pour le fameux bien commun. On va croiser du beau monde aujourd'hui, de Louis XIV à Saddam Hussein. Ouais. Et je précise tout de suite pour ceux qui nous écoutent, on va aussi évoquer des figures comme Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama ou Fidel Castro. Mais attention, on ne prend aucun parti. Absolument aucun. Notre but ici n'est pas de juger la morale de ces politiciens, ni d'endosser une quelconque idéologie, quoi. On observe juste, très froidement, la mécanique de survie décrite par les auteurs. Exactement. Et pour se représenter cette mécanique, en fait, il faut imaginer une partie de chaise musicale, une partie particulièrement brutale. Celui qui contrôle la musique contrôle tout le monde dans la pièce. C'est une excellente image. Mais il y a un hic. Pour que la musique continue, ce leader doit payer la personne qui pédale pour faire tourner le disque. S'il ne peut plus payer, la musique s'arrête et il perd sa chaise. Et toute l'histoire de la politique se résume à ça. Mais pour bien comprendre ce jeu, il faut détruire le mythe du monarque absolu. Aucun dirigeant n'a jamais gouverné seul. Jamais. Même les pires dictateurs. Absolument jamais. Nos sources expliquent qu'il y a 3 dimensions, 3 groupes dans toute organisation. D'abord, le sélectorat nominal. C'est le grand bassin des soutiens potentiels. Les interchangeables, quoi. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Si on fait le parallèle avec une entreprise, ce seraient les millions de petits actionnaires, c'est ça? Qui ont un vrai poids. Et enfin, le 3e groupe, le plus crucial, la coalition gagnante. Les essentiels. C'est-à-dire le tout petit groupe sans lequel le leader tombe immédiatement. Dans notre multinationale, ce serait le conseil d'administration, vu que ce sont les seuls à pouvoir vraiment licencier le PDG. C'est tout à fait ça. Et ça s'applique même à ceux qui prétendaient avoir un pouvoir divin. Prenez Louis XIV, par exemple. Le fameux «l'État c'est moi», le cliché de l'autocrate qui décide de tout seul dans son coin. Voilà, c'est la légende. Mais en 1661, quand il prend le pouvoir, la France est au bord de la faillite. Et une faillite, pour un roi, c'est un arrêt de mort politique. Bah oui, sans argent, il ne peut plus acheter la loyauté de ses fameux essentiels. Exactement. Et à l'époque, ces essentiels, c'était la noblesse d'épée, une ancienne aristocratie militaire très dangereuse. Du coup, pour survivre, il a carrément redessiné sa coalition. Attendez, il les a juste remplacés? Ouais, il a écarté cette vieille noblesse pour créer la noblesse de robe, des administrateurs qui lui devaient tout. Et surtout, il les a tous forcés à vivre à Versailles. Ah, Versailles. Donc ce n'était pas juste pour faire la fête. Il liait leur survie financière à son bon vouloir. C'est ça. En les gardant sous ses yeux, il dépensait des fortunes pour lui plaire. Il a rendu sa coalition dépendante de lui. Et sachant que la clé, c'est de gérer ses essentiels, il y a 5 règles d'or pour survivre. Les fameuses règles du manuel. Quelles sont-elles? D'abord, garder la coalition aussi petite que possible. Ensuite, garder le bassin des interchangeables très vaste. Troisièmement, contrôler les revenus. D'accord, l'argent, toujours. Oui. Quatrièmement, payer ses soutiens juste assez pour qu'ils restent loyaux. Et enfin, la règle la plus cynique. Ne jamais utiliser l'argent des soutiens pour améliorer la vie du peuple. Waouh! Et c'est là qu'on repense à notre directeur municipal de Californie, Robert Rizzo. L'histoire de la ville de Bell est hallucinante. Une ville pauvre, mais lui gagnait 787 000 $ par an. Et comment a-t-il fait? Il a appliqué la première règle à la lettre. Il a organisé une élection spéciale, très peu publicisée, pour changer le statut de la ville. Ouais, un taux de participation minuscule. Sur 36 000 habitants, je crois que seuls 380 ont voté. C'est ça. Sa coalition gagnante était minuscule. Il a payé ses quelques conseillers municipaux presque 100 000 $ par an pour siéger à des comités fantômes. Mais l'argent, il le trouvait où en fait? En taxant les habitants. Les impôts fonciers de cette petite ville pauvre étaient 50% plus élevés que ceux de Beverly Hills ou Malibu. Mais je me fais l'avocat du diable une seconde, on est aux États-Unis.
C'est une démocratie, il y a une presse libre. Comment est-ce que ça a pu durer 17 ans sans que personne ne bronche? Ce qui est fascinant ici, c'est que la mathématique électorale était de son côté. Il suffisait d'environ 473 voix pour gagner l'élection locale. Donc, une fois qu'il avait sécurisé ces quelques centaines de voix, il pouvait totalement ignorer la misère des milliers d'autres citoyens. Exactement. L'apathie électorale, c'est le meilleur ami du dictateur local. Tant que sa petite coalition de conseillers était grassement payée, le reste n'avait aucune importance. D'accord. Mais si ces règles marchent si bien, comment ça se fait que les dictateurs finissent quand même par tomber? Je veux dire, ils contrôlent l'argent, ils payent leurs gardes, pourquoi ça déraille? Ah, bien souvent, le problème, c'est la biologie. Un leader ne survit que s'il peut promettre des récompenses futures. Des promesses, ouais. Voilà. Si un dirigeant est mourant, cette promesse s'évapore complètement. Et là, ses soutiens vont chercher un nouveau cheval sur lequel miser. Hein. Comme pour le Shah d'Iran. Les sources rappellent qu'il avait un cancer caché. Et face à l'ayatollah Khomeini, sa propre armée l'a abandonné. Tout à fait. L'armée savait que son avenir avec lui était mort. Pareil aux Philippines avec Ferdinand Marcos. Il souffrait d'un lupus sévère. Et il s'est fait chasser par Corazon Aquino. Le pire, c'est que son seul avantage politique sur Marcos, c'était juste d'être en bonne santé, en fait. Elle pouvait promettre un avenir. C'est souvent aussi pragmatique que ça. Le livre donne une anecdote glaçante sur Samuel Doe au Liberia. C'était un simple sergent, illettré. Une nuit, il assassine le président Tolbert dans son propre lit, Juste avec quelques soldats. sans aucun grand projet de révolution. Aucun. Il voulait juste prendre le pouvoir parce qu'il savait où était l'argent au palais pour payer l'armée. Une fois l'argent en main, la coalition militaire s'est rangée derrière lui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on suit cette logique, réussir à voler le dossier médical d'un autocrate, c'est une stratégie bien plus puissante que d'écrire un bon programme électoral. Oh, stratégiquement, oui. Détruire la perception d'avenir d'un leader, c'est détruire sa coalition tout simplement. Bon, alors imaginons que notre nouveau leader vient de prendre le pouvoir. Souvent grâce à la faiblesse de l'ancien. Il a plein d'alliés qui l'ont aidé. Qu'est-ce qu'il doit faire de ce gens-là? La réponse cynique du manuel de DEA. Il doit s'en débarrasser au plus vite. Les purger. Mais pourquoi? Ils viennent de l'aider. Parce que la loyauté prime toujours sur la compétence. Les gens compétents qui vous ont aidé à prendre le pouvoir ont prouvé qu'ils étaient capables de renverser un chef. Ce sont des rivaux potentiels. Ouais, ils sont dangereux, quoi. Exactement. Et en plus, cette coalition initiale est souvent trop grande et coûte trop cher. Il faut la remplacer par des gens moins dangereux et plus dépendants. Ça me fait penser à Saddam Hussein. 6 jours après sa prise de pouvoir, il organise une purge de 68 membres de son propre parti, le parti Baas. Et il filme tout. Et c'est encore plus pervers. Il a forcé les survivants dans la salle à participer aux exécutions de leurs collègues. Pour les lier par le sang, en fait. Comme ça, ils sont terrifiés, complices et totalement soumis. Mais cette dynamique de purge, c'est vieux comme le monde. Ah oui, en 366 après Jésus-Christ, le pape Damas Ier s'est battu contre son rival Ursinus. Ursinus était très populaire, mais Damas s'est appuyé sur une petite coalition d'aristocrates romains. Et ça s'est fini par un massacre de plus de 130 personnes dans une église. Il a pris le pouvoir par la force de cette petite coalition, pas par sa popularité. C'est ça. Mais on retrouve ça aussi dans le monde de l'entreprise. Prenez Carly Fiorina, l'ancienne PDG de Hewlett-Packard. Son conseil d'administration devenait hostile, alors elle a forcé cette fusion géante. Ça lui a permis de redessiner son conseil, sa coalition, en y faisant entrer de nouvelles personnes. Et je crois qu'elle a doublé leur salaire pour acheter leur loyauté, non? Pendant que l'action de l'entreprise s'effondrait. Exactement, elle s'est protégée au détriment de l'entreprise. C'est un peu la logique du canot de sauvetage. Le leader utilise une échelle humaine pour monter dans le canot, mais une fois à l'intérieur, il coupe les cordes et repousse ceux qui l'ont aidé dans l'eau. C'est une image très violente, mais c'est ça. De peur qu'il ne fasse chavirer son embarcation. D'accord. Mais une fois qu'on a cette petite coalition purgée et fidèle, faut bien les payer. Comment ces leaders extraient-ils la richesse sans provoquer de révolution? La fiscalité dépend de la taille de la coalition. Dans une autocratie, la coalition est minuscule, donc on taxe lourdement le peuple pour enrichir une poignée d'amis. Alors qu'en démocratie, la coalition est immense. On ne peut pas corrompre des millions de personnes individuellement. Voilà. Du coup, on investit dans des biens publics, des écoles, des routes, et on garde les impôts proportionnellement plus bas. Le livre donne un exemple clair. Ah oui, la comparaison fiscale. Un citoyen qui gagne environ 32 000 $ ne paie pas d'impôt sur le revenu aux États-Unis, mais en Chine, il en paierait plus de 6 700. C'est énorme.
Et ça s'aggrave avec ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Regardez le Nigeria, un pays très riche en pétrole, mais où 40% de la population vit avec moins d'1 dollar par jour. Parce que le pétrole sort de terre, même si le peuple ne travaille pas, le dirigeant n'a pas besoin de les éduquer? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est très clair. Éduquer la population, c'est créer des rivaux potentiels. Mais même les démocraties manipulent les règles, vous savez? Ouais, avec le redécoupage électoral, le fameux gerrymandering. On redessine les cartes pour choisir ses électeurs, comme dans le 3e district du Maryland. Ou même Abraham Lincoln, en 1860, il a manipulé l'élection en divisant les démocrates. Il a gagné avec une minorité du vote populaire, mais une majorité dans le système électoral. C'est dingue. Mais il y a un truc irrationnel là-dedans. Prenez un dictateur comme Mugabe au Zimbabwe, qui détruit littéralement l'économie de son pays. Oui, Si l'économie s'effondre, le gâteau national rétrécit. Donc le leader a moins d'argent à voler au final. Pourquoi tuer la poule aux œufs d'or? ça semble illogique, ouais. Mais le gâteau a beau être plus petit, le leader en prend une part gigantesque sans avoir à la partager avec le peuple. Ah, je vois. Ils s'enrichissent personnellement bien davantage que s'ils devaient gérer une économie prospère et libre où il faudrait répartir la richesse. Mieux vaut posséder 90% d'une ruine que 5% d'une nation riche. C'est terrifiant. Cela soulève une question importante en fait. C'est la grande leçon du texte. La qualité de vie dans un pays ou dans une entreprise ne dépend pas de la bonté d'âme des dirigeants Ce sont juste les règles structurelles du jeu. de faire le bien. Celui qui n'a besoin que de quelques personnes sera forcé d'être corrompu. C'est une grille de lecture qui change radicalement notre façon de lire l'actualité internationale et même de comprendre les luttes de pouvoir au bureau ou au conseil municipal du coin. Ouais, ça s'applique partout, à toutes les échelles. Pour terminer cette plongée au cœur de nos sources, j'ai une pensée un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. On a dit que les démocraties produisent des biens publics parce que leur groupe d'essentiel est trop vaste pour être acheté avec des petits chèques, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais que se passera-t-il demain avec l'intelligence artificielle et le micro-ciblage extrême? Oula, Si la technologie permet à un politicien d'isoler, de manipuler et de récompenser des électeurs de manière hyper individuelle et surtout peu coûteuse, est-ce que les démocraties ne risquent pas d'adopter progressivement les méthodes cyniques des petites dictatures? c'est une excellente réflexion. Si la technologie réduit artificiellement la taille de la coalition, les règles du jeu changent. Voilà. On laisse cette idée en suspens. Une bonne réflexion à méditer pour l'auditoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse.